Stéphane Courtois es una de las personas más importantes que hay ahora en la historiografía mundial, desde luego para todos los amigos de la libertad, para los que siguen Libertad Digital y Radio y toda nuestra cadena, en fin, y toda la gente que sigue la lucha por la libertad en todo el mundo, en Cuba, en Venezuela, en Colombia, contra las FARC, en España, contra la CUP, contra la ETA, contra Podemos, pues saben que en el extranjero, en muchos países, el comunismo sigue siendo una ideología chic, una ideología bonita, de moda. Pues no, el comunismo es la ideología más letal que ha habido en la historia de la humanidad. Y hace 20 años, veintitantos años, se publicó el libro negro del comunismo. Y Morto Figué, que fue un historiador importante, hoy pues en España poco conocido, porque se centró sobre todo en la Revolución Francesa, aunque tiene un libro, El pasado de una ilusión, que a algunos les sonará, a los que todavía pertenecen a la civilización en lengua francesa, pero no tuvo eco. En cambio, el libro negro del comunismo, el que quedó como alma Stéphane Courtois, como alma y como parte del cuerpo, sí ha tenido un eco importante y ha tenido una resistencia muy grande. Stéphane Courtois acaba de publicar un libro sobre Lenin. No hay ningún país del mundo, salvo tal vez Venezuela, en el que sea más actual pensar sobre Lenin, pensar qué es lo que tiene de singular Lenin para que haya sido tan importante en la historia del siglo XX y siga siendo importante, letalmente importante, en la historia del siglo XXI. Así que para nosotros es un placer estar con Stéphane Courtois. Stéphane, bonjour. Nous sommes très amis, qui est une référence pour tous les anticommunistes espagnols, pour tous les démocrates, les libéraux. Yo quiero hacerle la primera pregunta a Stéphane Courtois. ¿Qué tiene de particular Lenin? ¿Quelle est la singularité de Lenin? Qu'est-ce que Lenin a qui n'a eu qu'on ne trouve une autre ombre publique à l'Europe de sa époque? Qu'est-ce que c'est Lénine? Qui est Lénine? Mais je crois que la chose la plus spéciale chez Lénine, c'est qu'il a, en définitive, c'est qu'il a inventé un nouveau type de pouvoir politique qui n'existait pas. Depuis Aristote, etc., on a tout un tas de descriptions de dictature, de despotisme, de tyrannie, tout ça est bien connu. Mais Lénine a créé un nouveau type de dictature. Il a créé la dictature totalitaire, ce qui est très différent de tout ce qui se faisait jusque-là. C'est une dictature qui ne s'intéresse pas seulement à contrôler totalement le pouvoir, c'est une dictature révolutionnaire qui a la prétention de détruire complètement la société existante, de faire une nouvelle société, de faire un homme nouveau, ce qui est quand même très prétentieux. C'est un autre Dieu. Absolument. On va changer la nature humaine, hein. On va contrôler toute la société, on va remodeler toute la société. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Des dictatures, il y en a eu des quantités à travers l'histoire. Il y a eu des régimes autoritaires, le régime de Napoléon III, le régime de Bismarck, même, pourquoi pas, on est en Espagne, le régime de Franco. Mais M. Franco n'était pas du tout dans l'idée d'une dictature révolutionnaire, pas vraiment. Pas vraiment, c'était un général blanc. C'était un général conservateur, voilà, qui comme Kolchak, comme Denikin. Mais qui s'appuyait sur les forces traditionnelles de l'Espagne. Bon. Donc voilà, on est dans quelque chose de tout à fait nouveau, et il a fallu du temps pour le comprendre. Parce que Lénine et les bolcheviks ont réussi à développer, à partir du moment où ils ont pris le pouvoir, le 7 novembre 1917, ils ont développé une intense propagande qui ne correspondait pas du tout à la réalité. C'était tout à fait autre chose. C'est le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir les ouvriers sont au pouvoir, ça va être le bonheur pour tout le monde, etc., etc. Pendant ce temps-là, on massacrait massivement. Bon. Donc là, il y a quelque chose de très paradoxal, c'est que Lénine et les bolcheviks, et ensuite Staline, et ensuite tous les communistes, et ensuite Mao Tse-tung, et ensuite Pol Pot, ont réussi à développer une propagande qui faisait croire que leur régime allait vers le bonheur du peuple, vers une société parfaite, et que tous ceux qui étaient opposés à ça,
étaient évidemment des contre-révolutionnaires, des fascistes, etc. Mais Et Stéphane, qu'il fallait les exterminer. et je lisais cet été à la France une petite interview de Mélenchon. Oui. Et Mélenchon, il défendait Robespierre. Bien sûr. Parce que la terreur, c'est nécessaire. Mais la terreur, c'est le droit à disposer de la vie de l'autre, pour raison idéologique. Mais quelle est la différence avec Lénine? Aucune. Aucune, parce que Lénine, il développe l'idée de qu'on peut tuer. Je peux tuer. Et la différence, c'est que Robespierre a tué quelques mois, et Lénine a forgé la machine de tueur la plus grande qui a existé dans l'histoire. Mais pourquoi cette fascination pour l'assassinat politique? Moi, je crois que c'est d'ailleurs un peu ce que je développe dans mon livre. Je pense qu'il y a chez les révolutionnaires, en tout cas les vrais révolutionnaires, ceux qui vont jusqu'au bout, ceux qui passent à l'acte, qui s'emparent du pouvoir et qui mettent en œuvre leur idéologie et leurs idées, il y a incontestablement un phénomène psychologique, je dirais d'hyper-narcissisme. Ce sont souvent des hommes, il n'y a qu'à prendre Lénine, Staline, Mao, Castro, etc. Ce sont des hommes qui sont persuadés qu'ils sont d'une essence supérieure, qu'ils connaissent mieux que tout le monde comment doit aller le monde, qui donc sont prêts à aller extrêmement loin au nom de la confiance qu'ils ont en eux-mêmes. Mais ça, c'est quand même bizarre. Mais cet hyper-narcissisme, il s'allie avec évidemment une incroyable volonté de puissance. Ça, c'est quand même, à mon avis, le fond du problème. Ces gens-là sont fascinés par le pouvoir et par le pouvoir absolu. Par le pouvoir absolu. Or, justement, le pouvoir absolu ouvre la porte à l'assassinat de masse. Si, c'est quand même ça, je veux dire, au niveau primaire, même chez un bandit, comment s'exprime le sentiment de toute puissance? Eh bien, tout simplement en tuant déjà la personne qui n'est pas d'accord avec vous. Là, déjà, vous avez un sentiment de puissance. Está explicándonos, aunque por supuesto en subtítulos lo estamos viendo, está explicándonos Stéphane Courtois, esa personalidad narcisista que estamos viendo, por ejemplo, en España en Pablo Iglesias, que es un biotipo. Es un niño criado entre mujeres, es igual que Lenin, es el modelo siempre, el niño Dios, que decía Juan Ramón Jiménez, l'enfant Dieu. Tiene derecho a todo, no tiene responsabilidad de nada, puede conseguirlo todo, puede romperlo todo, puede quejarse de todo. Para él no hay reglas. Ese modelo es el revolucionario perfecto. Luego tiene que dar el paso para matar a la gente, pero el primer paso está en su personalidad. Sin embargo, ¿por qué en una sociedad tan blanda como la actual tiene tal fascinación este tipo, o se renueva la fascinación por este tipo de criminales corrientes, pues como el Che Guevara, como Castro, etc. Pourquoi dans une société si molle comme l'actuelle a cette force, ce type de personnalité si dure, si, disons, contre-courant? Pourquoi? On pourrait dire qu'il y a presque toujours eu une fascination des élites pour les bandits, pour des gens qui sont hors la loi. Si. Parce que les élites sont obligées de rester dans la loi souvent. Si. Hein, bon. Tandis qu'ils ont en face d'eux... C'est envie. Mais voilà, mais voilà, ils sont jaloux. Ils sont jaloux de ces hommes hors la loi qui peuvent tout se permettre. Ils tuent, ils assassinent, etc. C'est formidable. Ils ne rêvent que de ça souvent, nos hommes politiques. Malheureusement, ils sont dans une démocratie. Ils sont obligés de respecter la loi, la Constitution, etc. Mais bon, je vois qu'en Espagne, il y a des gens qui n'ont pas tellement envie qui n'ont pas tellement envie de respecter. Mais Stéphane, donc c'est toute la question des limites. Si. On parle de la liberté, mais la liberté jusqu'où? Si la liberté, c'est la liberté totale, alors moi je vous assassine tout de suite, mon cher. Bon. Du tout. Et comme je suis tout puissant, je vous ressusciterai ensuite, ça c'est un autre problème. C'est une solution. Non, mais cette question des limites, c'est quand même ce qui fait la civilisation. Et comme disait un fameux Premier ministre français, quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limites. Et c'est ça le problème. Bon, pero en estos momentos hay varios países en el mundo, España es uno de ellos, el más claro es Venezuela, también Colombia, que tienen
en estos momentos un horizonte inmediato del establecimiento de un régimen comunista. Dans ce moment, on voit à Venezuela, on voit à Colombia, la part de la Colombia, que c'est las FARC, oui. Que c'est la plus puissante force narcotrafiquante du monde, la plus puissante. Il a beaucoup d'argent pour acheter tous les juges, toute la police de tout le monde. Et encore en Espagne et peut-être d'autres pays. Et pourquoi aux médias, à l'université, les professeurs qui théoriquement sont démocrates, ils aiment la liberté, ils ne veulent pas qu'on les cacher un enfant, c'est un peu mauvais. Oui, oui. Et bon, et encore, ils sont tout prêts à écouter, à encore fascinés par ce type qui peut-être les tuait. Là, je crois que ça renvoie à un problème plus particulier qui est le problème des intellectuels. Ces intellectuels peuvent être des gens très intelligents, très savants, des grands professeurs, des grands chercheurs, etc. Mais ils n'ont pas de pouvoir, sauf le pouvoir des idées. Mais si. Le pouvoir des idées, c'est aléatoire. Il y en a beaucoup qui sont tout simplement fascinés par ces gens de pouvoir. Il y en a d'autres qui, au contraire, sont craintifs. Beaucoup d'intellectuels ne sont pas courageux, contrairement à ce qu'on pense. Non. Hein, je peux témoigner de ça. Quand le livre noir a été publié en France en 1997, à l'université, j'ai beaucoup de collègues, ils ne me connaissaient plus. Ils étaient persuadés que j'allais être coupé en morceaux. Et que surtout, ils ne voulaient pas avoir des éclaboussures de sang sur eux. Parce que sale. Voilà. Au bout de 3 ou 4 mois, quand ils ont vu que le livre noir faisait un triomphe mondial, alors, Stéphane, comment ça va? Je savais que toi... Voilà. J'avais l'impression, je me disais, si j'étais à Moscou en 1937, ils m'auraient tous dénoncé. Ils m'auraient tous dénoncé. C'était un climat exactement comme ça. Par contre, au même moment, des professeurs que je ne connaissais pas, mais qui m'avaient vu à la télévision, me croisaient dans le hall de l'université. « Courtois, bravo, allez !» Voilà. Donc, c'est la même peur. Donc, vous voyez, bon, là, ça dépend vraiment de l'individu. On ne peut pas préjuger. L'individu est-il courageux, pas courageux, dans telle situation, dans telle autre? Je n'en sais rien. Moi, je fais mon travail. Je n'ai pas de crainte particulière. Alors les gens me disent, vous êtes très courageux. Non, je suis fonctionnaire. Il ne peut rien m'arriver. Mon salaire arrive tous les mois. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Avec Macron, on pense qu'il est bien. Bon, donc voilà. Il y a un autre élément, c'est que vous voyez que je ne suis pas très gros, mais pendant une 30aine d'années, j'ai joué au rugby. J'aime bien la bagarre. Et je jouais numéro 2. Donc, bien. Donc, physiquement, je n'ai pas peur. Bon, et une dernière question, parce que tu dois prendre l'avion, c'est dommage, mais qu'est-ce que tu veux avec tes livres aujourd'hui? Tu as conquis un nom dans tout le monde, et tu es probablement mort Revel, mort Aron en France, mort Carlos Rangel. Non, mais c'est comme ça, c'est l'escalafon, c'est le fonctionnaire de l'anticommunisme. Et ça tombe les grands sont morts, alors il reste les petits. Non, aujourd'hui les grands c'est toi. Non, mais qu'est-ce que tu veux en publiant un autre livre sur Lénine? Qu'est-ce que tu veux transmettre aux jeunes générations, surtout aux jeunes générations? Parce qu'ils n'ont si peur. Oui. En fait, ce livre sur Lénine, c'est la suite du livre noir. Quand le livre noir est sorti, il y a eu d'énormes polémiques, surtout en France, et je me suis aperçu qu'il y avait un point, le point sensible. Qu'est-ce que c'était le point sensible? C'était qu'on avait montré que Lénine était responsable dès le début de tous ces crimes, etc. Et puis, c'était la question du totalitarisme, c'est-à-dire le moment où on commençait à faire la comparaison entre les crimes des communismes et les crimes du nazisme. Donc, honnêtement, j'ai été très surpris de ces polémiques, parce que je pensais que, en tant qu'historien, je pensais que c'était des choses qui étaient tout à fait acquises, que tout le monde connaissait.
Et au contraire, j'ai vu que c'était incroyable, et les communistes en particulier étaient fous furieux. J'ai dit bon, donc c'est là qu'il faut creuser. Oui. Donc j'ai creusé, et en creusant, qu'est-ce que je trouve? Mais je trouve Lénine. Je trouve Lénine, et je trouve les origines de ces régimes totalitaires. Alors, avec quelque chose qui est quand même très sérieux, parce que le totalitarisme dans sa forme communiste, aujourd'hui, elle est quand même très affaiblie, même s'il y a encore un petit parti communiste de 80 millions de membres en Chine, quand même. Bon, mais quand même, le communisme a été très affaibli, c'est vrai, par son effondrement à Moscou, etc. Mais par contre, qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on n'avait pas vu venir en 89-91, on s'est dit le communisme s'effondre, ça y est, la démocratie va gagner, il n'y a plus de problème. Pas du tout. Non seulement le communisme se maintient en partie, mais en plus nous voyons apparaître une autre force totalitaire, qui est la force de l'islamisme radical et combattant, qu'on n'a pas vu arriver. C'était masqué. Mais les communistes, si, parce que Carlos, le célèbre terroriste, il est islam, et l'islam révolutionnaire. Absolument. Il a publié, il l'a vu clairement. Ah voilà. Si. Je vois que vous avez parfaitement vu la chose. Le fameux Carlos, ce grand Illich Ramirez, Illich, hein, son papa était communiste, il a appelé son fils Illich comme Lénine, etc. Ce grand communiste, ce grand terroriste, etc. Une fois qu'il a été mis en prison, il a réfléchi, il a dit bon, le communisme c'est fini. Mais maintenant c'est l'islam. Les nouveaux prolétaires, c'est les musulmans. Donc là, on est confronté à un très sérieux problème, parce que ce sont des gens très actifs. Le problème, c'est que le communisme soviétique a duré 74 ans. Est-ce que nous allons être confrontés à cet islam conquérant, radical, qui est beaucoup... Il a duré 1300 ans. Oui, mais attention, je pense que là, on est encore dans une mutation. Cet islam-là, c'est un islam politique. Ah, c'est plus tellement une affaire de religion, c'est une affaire de pouvoir, c'est une affaire de politique. Ça vient du fameux manifeste des frères musulmans de 1936, qui était très clairement un manifeste totalitaire. C'est-à-dire, nous allons nous emparer du pouvoir et nous allons imposer à la société nos idées, nos conceptions, etc. Or, Khomeini a été entièrement formé par des gens de l'entourage des frères musulmans. Et donc, la première république islamique a été un coup de tonnerre extraordinaire. Bon, c'est cette année 1979. Pour moi, c'est presque l'année 1917-1979. La même année, nous avons eu la révolution iranienne de Khomeini, nous avons eu le début des problèmes en Afghanistan avec l'invasion de l'armée rouge, qui a provoqué en réaction une réactivation de cet islam politique et militant. Et nous avons eu, il ne faut jamais l'oublier, à la Mecque, la même année, une tentative de prise de pouvoir de la Mecque par un groupe d'islamistes radicaux, qui étaient des centaines. Il faut même préciser que c'est la gendarmerie spéciale française qui est allée faire le ménage, comme on dit. Si. Hein, même s'ils n'étaient pas très musulmans, ces gendarmes français, mais bon, c'est eux qui ont fait le travail. Et donc, cette année 79 est vraiment apparu ce nouveau phénomène, mais on n'y a pas fait attention, parce qu'il se passait des choses en URSS, Gorbatchev, la Gorbimania, etc., tout ça. À l'arrivée, hein, nous avons en France presque 250 morts, vous avez eu les attentats ici, tout le monde a eu ces attentats, et ça continue, et ça va continuer pendant des années encore. Donc là, et c'est là d'une certaine manière qu'on voit l'importance de Lénine. En inventant ce nouveau type de pouvoir, bon, il a pesé sur le XXe siècle évidemment, mais il est en train de peser sur le XXIe. Bon, mais quelle affaire. Ça n'est pas très encourageant, je vous l'accorde, mais finalement, bon, le communisme s'est écroulé à Moscou, il n'y a pas de raison que... Mais la démocratie est une bataille de tous les jours. Oui. C'est une bataille de tous les jours. La liberté de toutes les heures. Et la liberté, une bataille de toutes les heures et de toutes les minutes, ça c'est encore... Je dois te rendre la liberté d'aller prendre mon avion. Tu dois prendre ton avión. Merci Stéphane Courtois, tan plaisir. Bueno, muchísimas gracias a Stéphane Courtois, que es un amigo de la libertad y por lo tanto es un amigo de los españoles libres, y esperemos tenerlo pronto en España con su nuevo libro que saldrá dentro de unos 10 minutos más o menos, en cuanto salga su avión.